Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Shubo de Shanghai à Paris, mon regard sur la nouvelle Chine, et qu'on discute depuis 40 minutes de votre vie un peu incroyable, de votre enfance sous la révolution culturelle, des études que vous avez pu faire avec les réformes de Deng Xiaoping. Et là, sur cette dernière partie, je voulais justement en parler des rapports, de la façon dont on voit de l'Europe, de la façon dont on voit la Chine et des regards croisés. Vu d'ici, pour la plupart des gens, le système politique, il paraît assez simple. Tout le monde est communiste et en tout cas, il faut l'être si on veut faire carrière, pour faire de la politique. Est-ce que c'est un peu plus subtil que cela? Et quelles sont aujourd'hui les forces en présence à l'intérieur de la Chine? Vous savez, comme vous dites, tout le monde sont communistes, ça c'est faux et ça c'est aussi vrai. Vous savez, les communistes représentent quand même 70 millions Chinois. C'est ça. Vous avez la chance. C'est déjà plus que la population française, mais c'est pas l'intégralité de la population chinoise. Non, mais les élites, je pense, je présume jusqu'à maintenant c'est le cas, sont les communistes. Oui. Quand vous voulez faire une belle carrière, quand vous voulez réussir, ils pensent que la force d'être dans le parti est beaucoup plus importante qu'en dehors du parti. D'accord. Donc être parti, c'est comme ici, le courant principal, c'est être marcheur. Quand vous êtes marcheur, vous avez le levier de faire passer la loi, de gouverner le pays. Donc le fait d'être communiste en chez ce moment, nous... En marche, ça fait qu'un an. Hein. Ouais, non, c'est qui sont là. fait de comparaison. Avant, c'était plutôt droite ou gauche, avec quelques centristes. Oui, bien sûr. Donc, il faut ce qu'on appelle le mainstream. Hein. Il faut être, c'est ça. Il faut et pas être il y a des marginal. courants mainstream ou pas, ou qui changent à l'intérieur du Parti communiste chinois. Mais vous savez, le parti qui évolue énormément depuis 1921, quand il est fondé jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas reconnaître. C'est pour la ça force. qu'on vous invite, pour que vous nous l'expliquiez un petit peu de l'intérieur. Moi, je pense que c'est un parti qui est pragmatiste. C'est un parti. Il y avait historiquement, pour ceux qui ne connaissent pas trop, il y avait le parti des jeunes communistes qui, en gros, serait assimilé plutôt chez nous à des gens conservateurs. Il y a des gens qui sont un peu plus libéraux, dans la fameuse école de Shanghai, qui elle est ouverte sur le monde, qui pense qu'il faut développer le commerce. Vous parlez de ce parti avant ou plutôt après la réforme? Là, aujourd'hui, il y a encore des à l'intérieur du Parti communiste, il y a des gens qui sont plutôt conservateurs, qui pensent que c'était mieux avant, qu'il faut faire. Il y a des gens qui sont plutôt ouverts sur l'avenir et qui sont de l'autre côté de l'échiquier. C'est réparti comment? Vous savez, la Chine, c'est un pays compliqué. Quand vous parlez de la Chine, je ne suis pas d'accord. On parle plutôt des Chines, comme on parle de France. D'accord. C'est très compliqué. Donc, selon quel côté que vous mettez votre pied. Donc, par exemple, la ville de Shanghai, c'est ultra moderne, ouverte. Et la ville qui est fin Chine, c'est beaucoup plus reposé sur leur culture, moins facile, s'exposer vers moins ouvert sur le monde. Donc c'est très différent, aussi très, très judicieux si on parle d'une Chine. Moi, je préfère parler de Chine. D'accord. Très bien. Au bout de 40 ans, comme Deng Xiaoping a dit, enrichissez-vous. Donc, c'était pas mal de gagner de l'argent. Ouais, en gros, c'est ce qu'il a dit, Deng Xiaoping. C'est toujours la couloir de la réussite. Donc, vous êtes riche, vous êtes à respecter. Chez nous, à peu près partout dans le monde. Hein. La France, c'est moins. Oui, c'est vrai que la France, on a un problème avec ça. On a un problème avec ça. Ouais, oui. Vous avez un problème avec l'argent. Les Chinois sont d'abord. Donc ça. Et puis, nous avons cette envie. C'est fort juste ce que vous venez de dire. Oui, c'est fort juste. Tout à fait. Oui, on a un problème avec la réussite et l'argent, c'est toujours forcément suspect ou forcément un peu détestable. Je suis là pour vous dire la vérité. Moi, je compare. Non, ce que vous pensez, en tout cas, j'espère bien. Oui, mais si Deng Xiaoping a lancé « Enrichissez-vous aux Français », ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Mais c'est un peuple chinois qui était opprimé, abauvré. Il a cette envie. Donc, il faut comprendre pourquoi la Chine fait ceci, cela. Cette envie de réussir, l'envie de gagner l'argent, elle est très grande. Oui. Pourquoi la Chine fait ce miracle économique? Parce que les gens se lancent. Pourquoi il n'y a pas de 35 heures? Vous avez 35 heures. Chez nous, même si la loi interdit les gens de travailler au-delà de 35 heures, ils travaillent. Parce que c'est l'argent qui fait le bonheur. Grosso modo. Hein. D'accord. Et on compare comme ça. D'accord. Donc, mais au bout de 40 ans, quand vous avez 300 millions Chinois qui sont dans la classe moyenne, donc les donnes changent.
Donc, la façon de gouverner change. Donc, oui, mais on le voit bien. Dans mon livre, je décris que la Chine est au carrefour de son destin, propre destin. Mais dans ce train qui va très vite, il y a des chanceux, il y a des moins chanceux. Ça, il faut dire la vérité. Dans notre retrouvaille avec mes copains. Tout à fait. Mais il y en a qui ne sont pas venus. Ils ne veulent pas venir me voir parce qu'il y a des raisons diverses. Ils sont malades, ils n'ont pas l'emploi, donc ils ont une vie compliquée. Oui. Donc, ceux qui viennent aussi, ils ont des problèmes. Ils ne connaissent pas beaucoup l'argent. Il ne faut pas l'interpréter que les Chinois sont des milliardaires. Ici, c'est l'opinion facile. Non, mais quand on voyait... Tout le monde ne l'est pas. Enfin, sinon, pareil, pourquoi les Chinois se font attaquer par les voleurs? Parce qu'ils pensent que les Chinois ont l'argent, ils le fréquentent toujours Lafayette. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a reçu il y a 15 jours, justement, on a eu il y a 15 jours un procès qui a beaucoup agité l'opinion ici. C'est un monsieur qui s'appelait Shaolin, qui a été assassiné, justement. Et son avocat était à votre place il y a 15 jours. C'est ça. Dans cette émission, et ce crime a été reconnu comme à caractère raciste en France. Ouais. Et ça, c'était très important pour les familles et pour l'avocat. C'était de dire, il a été attaqué, oui, pour le voler, mais il a été attaqué parce qu'il était chinois. Il est asiatique. Parce qu'il était chinois, ou du moins qu'il avait un look de chinois ou asiatique. Il aurait pu être vietnamien ou cambodgien, je pense que ça aurait été pareil. Mais c'est parce qu'il avait ces caractéristiques-là qu'il a été attaqué, parce qu'il était supposé transporter beaucoup d'argent, alors que c'était un ouvrier qui travaillait dans une petite usine textile, qui gagnait le SMIC ou un peu plus. C'est pas quelqu'un de riche du tout. Mais son stéréotype a fait que chez nous, effectivement, on considère... Il y a beaucoup de stéréotypes, donc des clichés. Oui, c'est exactement ça. Moi, je pense que donc, au bout de 40 ans, il y a des Chinois qui sont riches, hyper riches. Vous avez la plupart des milliardaires chinois vivent à Pékin. Si vous comparez la classe moyenne ou les Chinois riches, c'est plutôt les gens qui profitent de la réforme de l'ouverture. Cette accumulation de la richesse, à quelle vitesse? Donc tout le monde est conscient. Mais il n'oublie pas la masse. N'oubliez la masse. Oui, donc, parce qu'il n'y a pas que les milliardaires qui viennent faire du tourisme en France. Il y a la classe moyenne qui vient aussi. Donc, quand vous me posez la question dans les courants du parti, il y a des courants du peuple. Donc, parce qu'il y a des courants du peuple, donc vous avez des courants du parti. Nous avons des gens, des ouvriers, des paysans à l'époque qui sont catés par le système du Mao, donc par ce qu'on appelle la grande marmite. Mais il n'y a plus de marmite. Ce sont des gens qui ont un peu accoudé dans la route. Et nous avons des gens qui sont libéraux parce qu'ils font leurs études aux États-Unis. Ils pensent que la réforme n'est pas aussi profonde. Ils pensent qu'on est trop limité, freiné. Il faut accélérer la vitesse de la réforme. Donc vous avez toujours des différents courants. D'accord. Ces différents courants de l'opinion publique qui reflètent dans le parti gouvernant. Donc si vous voulez poser la question... C'est toujours des rapports de force de toute façon. Mais il y a toujours de l'école de pensée, d'agir. Donc, ce qui est important pour le président Xi Jinping, qui est aussi le secrétaire général du parti, de calmer le jeu, de garder la cohésion sociale, aux cohésions du parti. Unité fait la force. Ça, c'est aussi la devise chinoise. Union fait la force. On est toujours un pays consensuel. Et la grande force, c'est que quand on n'est pas sûr... Mais comment on peut se mettre d'accord à 1,5 milliard de personnes quand on n'est pas sûr, on fait des réformes. Parce que dès qu'il y a un tout petit bout de réforme chez nous, les gens sont dans la rue. Ça, c'est aussi un autre débat, mais je pense que c'est la culture. Nous avons cette notion de l'autorité. D'accord. Donc, quand on parle de système politique, si on ne parle pas de la culture de l'autorité, on ne peut pas discuter. En France, vous avez l'émancipation, vous avez l'égalité, donc pratiquement vous n'avez pas de l'autorité, ou moins par rapport en Chine. D'accord. Et nous avons l'autorité qui est omniprésente, le pays qui est vraiment contrôlé par un État fort, centralisé. Oui. Quand l'État dit quelque chose, on applique. Oui. Si vous voulez faire la fortune, même les entrepreneurs français qui savent, si vous avez gagné l'argent, faire des belles affaires, il faut regarder l'État, il faut regarder le CCTV. 20 heures CCTV, c'est important. Quand l'État adopte une politique. D'accord. Et on l'apprend par CCTV. On l'apprend dans la foulée de la politique, ou dans l'influence de la politique, pour faire l'économie. Donc, l'économie politique qui unit ensemble.
C'est pas un pays comme chez vous. Vous avez la culture indépendante. Vous avez la culture de se fâcher facilement contre le pouvoir. Chez nous, oui. Et chez nous, on veut des réformes très vite et on veut qu'elles produisent tout de suite leurs effets. Alors que quand on regarde, du point de vue d'un observateur extérieur comme moi, on a quand même l'impression que la Chine ne travaille pas pour les Chinois qui sont là, mais ils travaillent pour les Chinois qui viendront après. oui. Alors que, en gros, qu'ils travaillent pour le temps long. Ouais. Alors que nous, Même généralement, bon, voilà, on a élu Emmanuel Macron, qui est en marche, effectivement. Ça fait 1 an qu'il est là. Et il faudrait que tout soit réglé. Même, vous savez, alors que la politique, ça ne donne pas des effets à 2 mois ou à 6 mois. Ouais. Quand on prend des décisions, ça met du temps. Ouais. Vous savez, quand j'étais diplomate à l'ambassade, donc même j'ai eu des très grands responsables de l'UMP, parti gouvernant, qui s'appellent les Républicains aujourd'hui. Oui, je sais. Mais même eux, ils m'ont présenté le compliment au gouvernement chinois, au communiste chinois. Parce que c'était Raffarin, ça. Non, pas je forcément. Suis sûr, Non, pas forcément Raffarin, mais dans sa famille, presque tout le monde. C'est tout le monde. Nous n'avons pas le problème de l'élection, le mandat. Oui. Nous n'avons pas le problème de temps. Nous avons une notion du temps beaucoup plus longue. On travaille pour la génération future. On travaille pour l'intérêt national. C'est-à-dire que l'État qui décide, c'est l'État qui a le dernier mot. Il n'y a pas de tractation. Vous avez ici... Et quand l'État se trompe, parce que chez nous, il se trompe à des fois... L'État trompe, oui, ça peut, mais vous savez, quand on fait des décisions importantes, on a déjà pratiqué des années à l'échelle de expérimentation. Nous avons toujours des petites zones pour faire appliquer la politique. Ça, c'est vraiment une astuce chinoise. Vous savez, pour faire une ville, on fait à Shenzhen, un petit village. Maintenant, c'est la ville la plus de high-tech du monde, là, Shenzhen. Alors, à côté de Hong Kong, vous le savez. Moi c'est un village. J'ai visité, quand j'ai été pour le congrès du parti à Pékin au mois d'octobre dernier, on nous a fait visiter, l'avant-dernier jour, je crois, une ville qui s'appelle Xiantre, qui est à côté de Pékin. C'est Robot City. C'est la ville des robots. Il y a tout un écosystème autour des robots, il y a des entreprises, il y a les universités avec des gens qui sont formés sur l'intelligence artificielle, sur les robots. C'est un truc qui est sorti de terre, c'était la campagne, c'est à 80 ou 100 km de Pékin. C'était vraiment la campagne, il n'y avait rien. 5 ans avant, il n'y avait rien. Et là, aujourd'hui, il y a des autoroutes à 12 voies, il y a des immeubles en construction par paquet de 10. Et toute l'économie de la robotique est concentrée dans cet endroit. Et ça, c'est des investissements colossaux. Mais ça va porter des résultats dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. C'est quelque chose que nous, la France, faisait dans les années 60. On avait des commissariats au plan, pour construire les autoroutes, pour construire les Aujourd'hui, ça, chez nous, ça passe plus. Enfin, je veux dire, on n'arrive plus à travailler sur le temps long, nous, en l'Occident. Moi, je trouve c'est dommage. Quand j'étais apprenti de langue française, j'ai appris ce genre de l'histoire-là. Donc, les Chinois ont copié, ont suivi l'exemple de la France. Donc, si la Chine marche bien depuis ces dernières décennies, parce que nous avons un plan. Et moi, j'ai aussi lancé la bourse Wu Jianming. Dans mon livre, j'ai écrit mon ambassadeur Wu Jianming. Il est décédé. C'est quelqu'un très connu en France. Il est très aimé. En tout cas, un grand diplomate qui est toujours disponible pour promouvoir la relation franco-chinoise. Donc, il est décédé par un accident de voiture. Pour le commémorer, j'ai lancé la bourse Wu Jianming. Et chaque année, nous avons recruté 10 lauréats. Et nous, lauréats de version 2018, sont récemment de retour de Chine à Paris. Donc, on a fait une rencontre. On les fait parler, témoignages. Ils ont des expériences sensationnelles. Il n'y a que des belles expériences. Ils sont à Beijing, ils sont à Shenzhen, ils sont à Chengdu. Ils ont découvert des choses qu'on ne peut pas imaginer à Paris, en France. Par exemple, à Chengdu, ils ont des zones de l'industrialisation. Là, on est censé de faire l'intelligence artificielle pour faire des robots. L'État est là, l'État donne de l'argent. Et puis, la terre, le bureau, tout ça est gratuitement prêté à vous. Mais c'est impensable. Quelle efficacité, quelle politique d'incentive là. Moi, je pense que quand vous vivez en Chine, vous êtes chinois. Tous les Français sont devenus chinois parce qu'il a tort, cette efficacité. Mais quand vous vivez ici à Paris, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Vous ne pouvez pas comprendre.
C'est un peu mon positionnement pour faire comprendre pourquoi les Chinois aiment bien réussir, pourquoi c'est cette façon-là de gouverner le pays, pourquoi nous devons investir massivement dans les secteurs clés pour que la Chine s'envole davantage. On ne peut pas faire toujours des t-shirts ou chaussures. Ah non, à 1 euro, parce qu'on ne gagne pas de l'argent avec ça. La Chine, comme c'est un pays, c'est un grand pays. On est censé de faire des choses de haute qualification, de haute valeur. On a presque dépassé le temps. Je vous remercie infiniment d'être venu nous parler. Voilà, c'est 50 ans de la vie d'un homme et en même temps 50 ans de la vie d'un pays. Les deux ont beaucoup changé. Du petit écolier sous la révolution culturelle à l'auteur, désormais, puisqu'en plus d'être diplomate, vous avez écrit un livre. Merci infiniment d'être venu nous voir ce jour et au plaisir. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir donné cette belle occasion. Merci beaucoup.